Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme aujourd'hui, la principale revendication des Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et pour m'accompagner justement dans cette émission, c'est le père du RIC, Étienne Chouard. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous dites pas tout à fait. Oui, non, pas du tout. Le père du RIC, enfin le premier que je connaisse chronologiquement, c'était Condorcet, c'était au XVIIIe siècle. Donc catapulter Chouard à ce niveau-là, c'est tout à fait une imposture. Alors rendons à César ce qui est à César, oui. Et à Condorcet ce qui est à Condorcet. Et puis bien d'autres. Aujourd'hui, c'est plutôt un gars comme Yvan Bachot qui a passé 40 ans de sa vie à défendre le RIC, qui mériterait de voir son nom plutôt associé. Mais bon, c'est très collectif en fait. Ça ne correspond pas à grand-chose d'associer cette institution émancipante à une personne plutôt qu'une autre. Ce n'est pas une question de personne, c'est une idée passionnante. Alors pour vous présenter, vous êtes professeur de droit et d'économie à Marseille. Vous venez, j'en profite, puisqu'il vient de sortir, vous venez de publier un nouvel ouvrage, Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. En dessous, il y a un hashtag qui, à mon avis, est essentiel. Est essentiel, citoyen, constituant, évidemment, au pluriel. C'est aux éditions Max Milo, avec une préface de Philippe Pasco. Ça mérite d'être souligné. Alors, Étienne Chouard, depuis plus de 2 mois, le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu, ne faiblit pas. Selon vous, quelle crise ce mouvement a-t-il révélé ? Une crise du gouvernement représentatif, du prétendument représentatif, c'est-à-dire qu'il y a, depuis 200 ans, enfin depuis 1789, les plus riches du pays ont pris le contrôle du politique à l'occasion, je pense, d'une procédure qui est l'élection de candidats qu'on peut aider et qui donne les moyens à ceux qui ont le plus de moyens d'aider de parvenir au pouvoir. Et progressivement, ces gens-là sont devenus les maîtres de tout et en laissant le peuple totalement impuissant. Là, on est dans une situation où les gens sont tellement maltraités par les riches se sont tellement mis hors de contrôle du politique. Quand vous dites les riches, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ? Les ultra-riches. Bernard Arnault a gagné en 2017 30 milliards, c'est-à-dire 3 millions par heure. On est sur du dirigeant supranational, là. C'est de la prédation absolue. Ce type-là, quand vous lui donnez 1 million ou 1 milliard, ce milliard est perdu pour la société. Nous ne reverrons plus jamais cet argent. Des gens qui sont riches dans ces proportions ne dépensent plus. Tous leurs besoins sont satisfaits. Donc tous les milliards que vous leur donnez, ils vont les prêter. Ils font des fondations ? Oui, mais les fondations, ils vont prêter l'argent. Ils ne vont pas le dépenser. Et quand ils le prêtent, il faudra leur rendre. Donc c'est de l'argent qui est foutu pour la société. On ne le reverra plus jamais. Et il faudra leur rendre avec un intérêt. Et des intérêts dans des proportions considérables. Tout ça est contraire à l'intérêt général. Et il faut lire Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui explique le prix de l'inégalité. C'est un de ses meilleurs bouquins, c'est remarquable. Le fait de laisser s'étendre sans limite la richesse et les inégalités crée un effet de siphon monétaire pour la société qui manque d'argent. Ça crée du chômage, ça crée toutes sortes de dysfonctionnements. Joseph Stiglitz, il est aussi ami de Soros, je crois. Et alors, enfin bon, moi, il est un bon exemple, visiblement, pour critiquer ce type de personnages supranationaux, milliardaires. Je vous conseille de lire le bouquin de Stiglitz, c'est remarquable sur le plan. Oui, mais enfin, je suis sûr que vous avez des amis, des gens que vous aimez bien, qui ne sont pas irréprochables, et vous n'êtes pas responsable pour autant. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de ce que font tous les gens qu'on connaît. Enfin. Je ne juge pas Stiglitz sur ses fréquentations, je regarde ce qu'il lit et je vous promets, son livre sur le prix de l'inégalité est remarquable. Les inégalités dingues qui sont devenues celles qui prévalent sur Terre sont des sources de dysfonctionnement majeures. Les riches ont besoin des pauvres pour exister. Les riches siphonnent l'argent. Alors, un peu, ok, imaginons que ce soit un moyen d'émulation, quand c'est raisonnable. Mais s'il n'y a pas de limite, s'il y a trop de liberté, c'est très mauvais pour la société. Donc les Gilets jaunes, là, je ne sais pas si vous avez déjà été sur les ronds-points ou sur les péages,
ce sont pour la plupart d'entre eux des gens qui gagnent presque rien. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que vivre avec, 800 € par mois. Bien sûr. Moi, je ne peux pas vivre avec 800 € par mois, et ces gens-là ont des enfants à nourrir. Je me souviens de cette femme qui est à temps partiel contraint, c'est-à-dire qu'elle voudrait bien travailler à temps complet, elle ne peut pas. Les grandes surfaces contraignent leur personnel à des temps contraints, les femmes seules, qui vivent avec sa fille et qui n'arrivent pas à la nourrir. Donc, elle sort, et quand les femmes sortent pour protester, il y a un danger pour les bourgeois, là, parce que ça va barder. C'est trop. Les riches prennent trop d'argent aux pauvres. Ce qui est un peu délicat, c'est que vous nous expliquez que les riches prennent trop d'argent, mais les riches, ce n'est pas les bourgeois. Vous me citez Bernard Arnault. Les grands bourgeois. Bernard Arnault, c'est pas un bourgeois. C'est un très grand bourgeois. Oui, voilà. Non, je pense aux grands bourgeois. Bien sûr. Je pense aux grands bourgeois. Quand je dis les riches, je pense aux ultra-riches. On est tous le riche de quelqu'un. Moi, je suis le riche de quelqu'un. Donc ça, c'est relatif. Donc quand je pense aux riches, je pense aux ultra-riches. Je pense que l'excès de richesse et l'excès de pouvoir rendent fou. Alien. Donc, oui. Et donc, de bonnes institutions, donc il faut que ce soit nous qui les écrivions, de bonnes institutions limiteraient la richesse et les revenus et le pouvoir, de façon à ce que, à limiter l'hubris, la démesure des puissants. C'est très libéral, ça, de limiter l'hubris des puissants. Alors pour vous, la solution est donc en partie de remettre au cœur de cette démocratie le peuple. Vous l'avez déjà évoqué en réécrivant ses propres textes de loi, sa propre constitution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à la proposition du RIC que vous avez reprise visiblement ? Quand on réfléchit aux institutions, on se demande comment on va être représenté. Une constitution, ce sont les règles de la représentation. Il ne faut pas se séparer de ce texte, ça vaut 4 €, 3 francs 6 sous. Ce texte aujourd'hui est une prison. Dans ce texte-là, je n'existe pas. Je suis un électeur, je n'ai aucun pouvoir, je suis tenu à l'écart. La politique m'est interdite par ce texte-là. Dans ce texte-là, il est prévu que la seule liberté qui m'est donnée, c'est de désigner un maître, d'élire un maître. Et élire, quand je mets son nom dans l'urne, je renonce à voter. C'est lui qui va voter les lois, moi, parce que j'élis, parce que j'accepte d'élire. C'est une délégation de pouvoir, en somme. Oui, mais une délégation de pouvoir, c'est une perte de pouvoir. C'est-à-dire que comme je l'ai délégué, je ne l'ai plus. Et donc, dans ce texte, je suis comme dépossédé de toute possibilité de décider. Et à mon avis, c'est le cas parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Je pense que ceux qui ont écrit le texte avaient un intérêt personnel à instituer leur puissance, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils font partout sur Terre, il n'y a pas qu'en France. Partout sur Terre, ce sont des professionnels de la politique qui écrivent les constitutions, alors que les constitutions devraient limiter leur pouvoir. Les représentants ne sont pas aptes à limiter eux-mêmes leur propre pouvoir. Quand un professionnel de la politique se retrouve dans une assemblée constituante, il va écrire, au moment d'écrire la Constitution, il va écrire sa puissance à lui, et c'est tout naturel, il n'y a pas besoin qu'il soit pourri. Il est juste en conflit d'intérêts. Il a un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et donc, ce qui se passe partout sur Terre, c'est que ce sont des professionnels de la politique qui écrivent les constitutions et qui, partout sur Terre, organisent l'impuissance populaire. À partir de cette analyse, je cherche une solution, et il me semble que la bonne solution, puisque la cause, c'est les auteurs des anti-constitutions, parce que ça devrait être une protection, au lieu de ça, c'est une prison. La bonne solution, ce serait que les peuples eux-mêmes, que les représentés écrivent les règles de représentation. Et c'est ce qui se passe sur les ronds-points des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, depuis quelques semaines, là, sont exemplaires. Ils font ce que nous devrions faire, excédés par les mauvais traitements. Ils sortent de chez eux, comme nous devrions sortir de chez nous. Ils se retrouvent dehors sur des lieux publics, comme nous devrions nous retrouver tous, pas seulement les Gilets jaunes, dehors sur des lieux publics. Ils refont société, ils sont contents de se retrouver, ils sont heureux de se retrouver. Il faut voir la joie qu'il y a sur les ronds-points. Ils organisent des fêtes. Et la tristesse quand ils sont démantelés, absolument. Et la tristesse quand ils sont démantelés, exactement. Ils font très attention à éviter les dissensions, la zizanie. Ils savent que parmi eux, il y a des gens de gauche, de droite ou de rien du tout, des abstentionnistes, et ils ne veulent pas se diviser. C'est tout à fait décisif et historique, ça. Ils font attention à cacher leurs drapeaux politiciens ou syndicalistes.
pour rester unitaire. Ça va être décisif pour savoir si on va gagner ou pas. Et puis, il commence avec une liste de doléances, c'est-à-dire que partout sur Terre, les humains, quand ils se révoltent, ont des idées de lois qu'il faudrait prendre, ont des idées législatives. Il faudrait prendre la décision d'augmenter le salaire minimum, de diminuer les impôts, d'arrêter de détruire l'hôpital, etc., détruire les services publics. Et donc, ils ont dressé, au bout d'une semaine, une liste de doléances. Comme nous devrions tous, c'est toujours exemplaire, hein, comme nous devrions tous dresser des listes de doléances. Mais dans les listes dans la liste de doléances des Gilets jaunes, il y a une espèce de perle qui est apparue. À mon avis, elle n'est pas apparue par hasard, c'est-à-dire que dans le pays, il y avait déjà depuis longtemps une espèce de germination, des graines qui étaient des graines démocratiques qui étaient germées dans la population, qui étaient semées dans la population et qui sont en train de germer, précisément, apparaît une ligne qui n'est pas du tout une doléance législative, qui s'appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Or, le référendum d'initiative citoyenne, ça n'est pas une loi qu'il faut prendre, ça n'est pas législatif, c'est constituant, c'est une façon de prendre les lois, une façon de décider le sujet sur lequel on va prendre la loi, et une façon de décider. Qui va décider? Donc le référendum d'initiative populaire, c'est la possibilité pour le peuple lui-même de reprendre la main sur ses représentants, de décider, initiative, quels sont les sujets que le peuple trouve importants, de les présenter à l'ensemble du peuple et au peuple tout entier, directement, sans représentant, de voter, pas d'élire. Donc c'est très différent de l'élection. Là. C'est de voter sur le sujet qu'il a choisi. Donc il s'agit absolument de souveraineté, mais d'institution de la souveraineté. Il ne s'agit pas d'un sujet législatif. Donc c'est très important ça. Et ils s'en sont, je ne pense pas, aperçus tout de suite. En tout cas, ceux qui ont écrit la ligne probablement savaient qu'ils écrivaient quelque chose de spécial, mais l'ensemble des Gilets jaunes n'a pas perçu, j'imagine, tout de suite la différence. Mais c'est venu très vite, en fait. En moins d'une semaine, l'accent, la lumière était mise sur cette ligne-là comme... elle est un peu magique, parce que si on arrive à établir notre souveraineté, c'est toutes les autres doléances qui sont à notre portée. D'un seul coup, nous devenons capables de prendre les lois nous-mêmes, les lois auxquelles nous tenons, ou d'abroger les lois scélérates que nous regrettons. Donc, en fait, très vite, ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes, et ce que nous devrions faire, nous, toujours exemplaires, hein, ils ont fait du RIC une priorité, en disant plutôt que d'appuyer sur 40 points législatifs, d'appuyer, on appuie, on est fort, on est nombreux, mais on appuie sur plusieurs points, donc la force exercée sur chaque point est plus faible. Et puis il suffira pour les puissants du moment, pour nos maîtres, de nous donner peut-être deux de ces doléances qui sont pour eux les moins difficiles à accorder. Bien sûr, ils vont oublier le RIC. Il suffira de nous donner 2 trucs pas importants pour nous demander de rentrer chez nous. Bien sûr. Et donc plutôt que de faire ça, les Gilets jaunes ont dit on va garder le RIC, parce qu'on sait que le RIC nous donnera tout le reste, nous permettra d'accéder au reste de nous-mêmes, et plus encore. C'est-à-dire qu'en fait, si on accède à la souveraineté, on pourra régler bien plus que les 40 doléances. Et puis, ils ont quand même gardé une deuxième revendication, qui est une revendication sociale pour l'urgence vitale de ceux qui crèvent de faim sur les ronds-points, et dont il s'agit d'améliorer la situation. Et donc, en se disant, on va concentrer notre attention sur 2 points décisifs et on va pousser de toutes nos forces sur 2 points décisifs, un politique qui établit notre souveraineté et un économique qui nous sort de l'austérité, qui sort les plus pauvres de l'austérité, et on va régler beaucoup plus de problèmes. Donc ça, c'est tout à fait exemplaire. Nous devrions faire la même chose. Et c'est pas tout. Habitués à exprimer des doléances. En fait, nous sommes électeurs, c'est-à-dire que nous ne pouvons décider de rien. Donc nous sommes habitués, quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous avons l'impression que quelque chose est nécessaire, nous avons l'habitude de nous tourner vers nos maîtres, parce que c'est la réalité, hein, je n'exagère pas du tout, et on demande aux élus, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de salaire, un peu moins d'impôts, s'il vous plaît, arrêtez de détruire l'école, arrêtez de détruire l'hôpital, arrêtez... réindexer les salaires et les retraites, etc. Et donc, quand on arrive sur le RIC, première réaction, ce qu'ont fait certains Gilets jaunes, enfin ce qu'ont fait les Gilets jaunes et ce que continuent à faire certains Gilets jaunes, c'est de dire « et donnez-nous le RIC ».
Mais très vite, ils se sont aperçus, évidemment, que demander à nos maîtres, qui sont si cruels, depuis tant de temps, demander le RIC, mais on ne l'aura jamais. Comment on fait pour mettre le RIC aujourd'hui avec la Constitution actuelle ? Le dernier point exemplaire des Gilets jaunes, c'est que, et c'est ce que nous devrions faire, nous-mêmes, nous tous, nous devrions tous devenir Gilets jaunes, ils sont en train, s'apercevant qu'ils ne l'auront jamais, qu'ils auront toujours des fakes, des faux RIC, parce que les élus vont tricher, les élus ne veulent pas que nous ayons la souveraineté. Les élus veulent exercer, eux, la souveraineté. Ils ne veulent pas que le peuple exerce la souveraineté. S'apercevant de ça, les Gilets jaunes ont entrepris, et c'est ça qu'ils sont en train de faire, de l'écrire eux-mêmes. Et donc ils écrivent RIC pour référendum d'initiative citoyenne, en toute matière ETM, en toute matière. On ne veut pas de limitation à notre souveraineté. Nous, on en a marre d'élire. On veut voter, et on veut voter en toute matière, ETM. Puis c'est pas tout. On veut un RIC, en toute matière, écrit par nous-mêmes. EPNM. Donc, si vous voulez, alors, bon, c'est des acronymes qui permettent d'inciter à réfléchir. Quand on voit RIC, ETM, ETMN, bon, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va chercher et on comprend que chacun des acronymes est tout à fait important. Hein. Et donc, les Gilets jaunes, ils sont exemplaires. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que les Gilets jaunes qui sont en train de s'emparer du RIC, d'en faire une priorité et de l'écrire eux-mêmes, font ce que nous devrions tous faire. Nous devrions tous nous réemparer du processus constituant. Parce que tant qu'on acceptera d'être ravalé au rang dégradant d'électeurs, on ne sortira pas de nos malheurs. Alors, en attendant, avant d'écrire de nouveau nos lois, on est allé voir les Français dans Paris, place d'Italie, tout simplement. À chaque fois, on nous reproche d'aller à Paris, mais effectivement, on va souvent à Paris. On leur a demandé à ces gens s'ils connaissaient déjà le RIC, et ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils se sentaient entendus par les politiques. C'est un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire, c'est les gens qui demandent ce référendum et non pas un référendum initialisé par Macron. C'est un référendum où l'initiative vient du peuple, vient des gens. Ils veulent un référendum, c'est très différent. Oui, absolument, c'est un concept développé par Étienne Chouard en 2005 pour permettre effectivement aux citoyens de se réapproprier l'exercice de la souveraineté populaire conformément aux principes régissant toute république démocratique. Écoutez, c'est une consultation globale de tous les citoyens pour leur demander leur avis sur une question bien particulière. Est-ce que vous avez la sensation que les Français sont écoutés par les politiques ? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors là, j'ai absolument pas cette impression. Ils sont dans leur monde à eux, qui est un monde complètement en apesanteur, ailleurs. Certes. Une majorité de Français l'est certainement, parce que les Français, c'est une notion très générale, c'est quand même un certain nombre de catégories bien différentes, mais il y a bien des catégories de Français qui ne sont pas écoutées. Je pense effectivement, les gens qui sont dans la rue, qu'on appelle les Gilets jaunes, pour la plupart, ce sont des gens dont on ne s'est pas occupé depuis très très longtemps. Lorsque il y a eu un référendum sur la Constitution européenne en 2005, si j'ai bonne mémoire, le peuple français, qu'il ait raison ou pas, en tout cas a refusé cette Constitution européenne. Monsieur Sarkozy l'a réintroduit à travers le vote du Parlement. Donc faut pas mépriser les citoyens. Le problème des élites, c'est qu'elles méprisent les citoyens. Pourquoi elles méprisent les citoyens ? Parce que la plupart des élites politiques sont liées aux élites économiques, qu'on fait sécession géographique et qu'ils ne se considèrent plus comme Français, comme patriotes de la France, mais faisant partie des élites mondialisées. La France ne l'intéresse pas. Non, parce que je trouve qu'en France, on veut toujours être au summum de la démocratie, être un exemple en démocratie. Et on dirait qu'on est le pays de l'éternelle révolution. Est-ce que pour vous, le peuple peut décider de tout ? Là encore, le peuple, c'est une notion bien globale. Bon, je veux bien y croire, je ne demande pas mieux de croire à la notion de peuple. Je pense qu'il n'a pas toujours raison, et la démocratie, c'est aussi le débat, la polémique, le conflit entre différentes classes et différentes catégories, et donc le peuple n'est pas quelque chose d'homogène. Donc cette décision, elle doit aussi être argumentée, et ce n'est pas forcément la loi de la majorité. Voilà. C'est la démocratie, c'est le sens de démocratie. Alors c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est le sens profond de la démocratie. Ça vient des Grecs, ça vient de l'agora grecque. Donc le peuple a tout pouvoir en principe.
Sincèrement, je ne suis pas mêlée à la politique et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne regarde pas la télé parce que j'ai pas l'occasion. J'écoute à peine les infos. Ce que je sais, c'est que les Gilets jaunes, ils sont là depuis je sais pas combien de temps et qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils n'en finissent pas. Est-ce que le peuple a toujours raison? C'est un peu la sensation qu'on a à travers les Gilets jaunes. Mais il y a quand même un fait historique intéressant. Monsieur Hitler est arrivé au pouvoir en 1933 par les élections législatives. Pas par un coup d'État, par les élections législatives. Est-ce que le peuple allemand a eu raison de choisir monsieur Hitler qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale et 52 millions de morts? Alors, il y a un mot qui revient toujours dans ce micro-trottoir, c'est le peuple. Mais le peuple, on ne l'a pas défini, Étienne Chouard. Qu'est-ce que c'est le peuple et qui est ce peuple qui peut réécrire sa constitution? Le peuple, c'est... Bon, ça se discute évidemment, mais dans mon esprit, c'est une multitude qui a décidé de vivre ensemble et qui a signé un contrat social, qui a élaboré et accepté un pacte social pour vivre ensemble sans se taper sur la figure, pour s'entraider, ou au moins vivre ensemble. Mais alors quel est ce pacte social? C'est la Constitution. Il faudrait qu'il y ait une Constitution digne de ce nom, mais à mon avis, c'est ça la meilleure définition d'un peuple. C'est des gens qui savent qu'ils sont différents, qui ont décidé de vivre ensemble de façon pacifique et qui ont mis en place un système juridique qui leur permet de pacifier leurs rapports sans se taper dessus. Alors si je puis me permettre, quand même, ce terme de vivre ensemble, aujourd'hui, on peut quand même remarquer qu'il n'est pas particulièrement pertinent dans la France de 2018, qu'il y a de plus en plus d'opposition, de plus en plus notamment d'opposition quant à l'immigration. De ce fait, comment constituer encore une fois une unité dans ce peuple dont vous parlez, alors que le vivre ensemble sur lequel vous savez vous appuyer n'existe pas réellement? Du moins, le vivre bien ensemble n'existe pas. Moi, ce que je vois sur les ronds-points, c'est un vivre ensemble tout à fait sympa. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Avec une très faible représentation de l'immigration, objectivement. Non. Enfin, moi, je ne vois pas une faible... moi, j'habite à Marseille, hein, je peux vous dire, sur les ronds-points, il y a des gens de toutes les couleurs, hein, et ça pose aucun problème. Hein. En fait, c'est politique, hein, le concept de peuple, ça n'a rien à voir avec les couleurs. Hein. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est simplement que vous me parlez de vivre ensemble. Donc je trouve que c'est intéressant de faire reposer cela sur le vivre ensemble, quand aujourd'hui, tout le monde essaie d'œuvrer pour le vivre ensemble, mais force est de constater que personne n'y est arrivé. Oui, mais les gens qui arrivent pas, avec lesquels on n'arrive pas à vivre, il faut voir dans quelles conditions on les met, quoi. Hein. Je sais pas, je vois les gens dans les cités qui sont à plus de 50% de chômage, ils peuvent se sentir maltraités et pas vraiment bien intégrés. Donc j'imagine que l'effet de fracture, il vient des conditions de vie. Hein. L'harmonie politique vient vraiment de la... Ce que je vois dans les ateliers constituants, c'est que nous arrivons à faire société de façon bien plus profonde que dans nos discussions législatives. Avant qu'on fasse des ateliers constituants, nos discussions étaient toutes législatives. Bien sûr. Or, dans les discussions législatives, on n'arrête pas de s'empailler. On n'est pas d'accord sur les décisions à prendre. Et on n'arrête pas de se déchirer. Et en fait, quand on se met à réfléchir à la Constitution, c'est-à-dire la façon de décider entre nous, la personne que vous interrogiez là, qui faisait référence à la majorité, aux décisions à la majorité, elle évoquait ce problème-là. Je trouve que si les gens sont dans la rue aujourd'hui, c'est parce que nous ne pouvons décider de rien et que c'est tout ce qui nous reste. Avec une bonne Constitution qui nous intégrerait dans les décisions, il y aurait beaucoup moins de manifestations et de violences dans la rue. Si vous voulez, la violence qu'on observe dans les cités et dans la rue, c'est des violences secondes, c'est des violences de victimes qui se débattent. C'est pas des violences premières, c'est le résultat de violences institutionnelles, économiques et sociales que vous ne pouvez pas ignorer. Vous ne pouvez pas juste observer la violence dans les rues. C'est la pauvreté qui mène à la violence? Mais oui, la pauvreté, les mauvais traitements. Uniquement, oui. C'est-à-dire que les gens ne sont pas violents si vous leur foutez la paix. Si vous les traitez correctement, s'ils arrivent à vivre et à nourrir leurs enfants, ils ne descendent pas dans la rue. C'est la conception rousseauiste, quoi. Moi, je suis rousseauiste, hein, j'ai pas de problème avec ça. Oui, Rousseau, je conseille à tout le monde de lire Rousseau, hein, évidemment. Mais
Ça vous semble problématique, Rousseau? Non, c'est peut-être un peu une fin d'expérimentation, on va dire. On a tendance à voir, les médias ont cette attitude souvent de rapprocher les milieux précaires, entre guillemets, de la criminalité uniquement du fait de leur précarité. On pourrait aussi peut-être éventuellement se poser la question de l'inverse. Peut-être que la violence ramène la précarité dans certains quartiers, par exemple. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, par exemple. En inversant les causalités, je sais pas, moi il me semble que dans une société prospère, il y a moins de place pour le racisme, pour la violence, pour les exactions. Dans une société où personne n'est pauvre ou exploité, parce que les richesses sont bien réparties, parce qu'on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de siphon à richesse, on fait attention à ce que les ultra-riches ne deviennent pas des accapareurs, ne deviennent pas des accumuleurs. C'est quand même une vieille affaire, hein. Vous regardez l'histoire des hommes, sans arrêt, on se bagarre contre les accapareurs. Déjà, Révolution française, on avait les accapareurs. Ça fait des milliers d'années qu'on empêche les marchands d'accéder aux marchés les premiers, parce qu'ils prennent tout et ensuite ils laissent monter les prix et ils nous affament, ils jouent un rôle de maître chanteur. Depuis 1789, les marchands sont devenus les législateurs. Et ça donne un système d'accaparement des richesses. Le capitalisme, c'est vraiment un système de concentration des richesses qui est tout à fait contraire à l'intérêt général. Et alors les violences des cités, les violences des rues, les violences des émeutes sont secondes. Elles sont des réactions aux violences capitalistes. Vraiment, il y a une prédation capitaliste depuis la fin du XVIIIe siècle. Les marxistes pensent que les causes du capitalisme sont économiques, que c'est un rapport de force économique qui a permis aux riches de se goinfrer comme ils se goinfrent. Moi, il me semble que c'est juridique, politique, c'est-à-dire que c'est le processus constituant qui a mis en place l'élection, qui a permis aux plus riches de gagner les élections. Pratiquement tout le temps, à quelques exceptions près, pratiquement les élections sont gagnées par les plus riches qui ont acheté les journaux, qui ont acheté les télés, qui ont acheté tout ce qu'il faut pour aider le mieux possible les candidats et donc les faire gagner. Les candidats des riches ayant gagné, ils sont les serviteurs des plus riches. Je parle toujours des ultra-riches. Oui, bien sûr. Et après ça, les ultra-riches font écrire les lois par leurs représentants, parce que ce ne sont pas les représentants de tout le monde, ce sont les représentants des riches. Et je pense que le capitalisme, c'est un système juridique. Donc c'est un système politique d'abord, avec le choix de l'élection, et juridique ensuite, parce que les riches écrivent leurs lois. Mais tout ça n'est pas une fatalité, hein. Si nous devenions constituants, nous reprendrions le mal à la racine, et on se donnerait les moyens, la puissance politique, de résister à ces injustices et d'empêcher l'accumulation par les plus riches. Alors justement, Étienne Chouard, si on reprend notre thème principal, le RIC, et non pas le capitalisme, même s'ils sont étroitement liés sans doute, je voudrais revenir sur un point important. On fait toujours un rapprochement entre le RIC et la démocratie athénienne. Dans la démocratie athénienne, on parle de citoyens libres et éclairés. Oui. Est-ce que, de ce point de vue-là, il faut autoriser, là encore, tout le monde à ce droit à la parole, que vous appelez de vos voeux, si je ne m'abuse, oui, bien sûr. Ou considérer qu'il y a des citoyens plus ou moins éclairés, des citoyens qui tout simplement sont davantage intéressés par la chose publique que d'autres? Comment gérer ces différences? Alors, moi, je ne rapprocherais pas du tout le RIC de la démocratie athénienne. La démocratie athénienne, c'est une démocratie. Donc je ne dis même pas une démocratie directe, parce que ça c'est un pléonasme. La démocratie athénienne, c'est une démocratie avec le peuple qui exerce le pouvoir, le démos, qui a du kratos. Les citoyens athéniens votaient leurs lois tous les matins, enfin tous les jours. Ils tiraient au sort tous les matins leurs représentants. Ce n'est pas les représentants qui votaient les lois, les représentants préparaient les lois, les représentants exécutaient les lois. Mais ceux qui votaient les lois, c'était les citoyens. Ceux que ça intéressait, hein, ceux qui venaient à l'Assemblée. Ils étaient 6 000 à l'Assemblée. Donc ceux qui ne venaient pas, ils ne votaient pas. Mais ceux qui voulaient voter venaient. Et donc ces gens-là n'avaient pas besoin du référendum d'initiative citoyenne. Ils votaient les lois. Si vous votez toutes les lois, vous n'avez pas besoin de référendum. Le référendum d'initiative citoyenne, il sert d'antidote démocratique dans un gouvernement représentatif, dans cette prison politique. Parce que là, il n'y a aucune initiative populaire. Là-dedans, je n'ai aucun moyen de résister aux élus qui sont en train de désindexer les retraites. Il y a les référendums d'initiative partagée maintenant. Mais non, mais c'est un fait. Elle n'est pas partagée du tout. Vous le connaissez, l'article 11. Attendez, je vais vous le lire, l'article 11.
Non, mais je vais vous le lire, vous allez voir. On a eu François Asselineau, maintenant on a Étienne Chouard, c'est pas la même constitution. Non, mais regardez, le référendum d'initiative partagée, vous allez voir, c'est une blague. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. 185 à peu près. Hein, soutenu par un 10e des électeurs. Mais les 10e des électeurs, ils n'ont pas l'initiative. Ils soutiennent. Ils ne sont pas à l'initiative. Donc ce n'est pas du tout une initiative partagée, c'est une initiative parlementaire. C'est un RIP, référendum d'initiative parlementaire. Parler de référendum d'initiative partagée, c'est une escroquerie. Mais ce n'est pas la première. À chaque fois que les élus écrivent une constitution, ils écrivent une escroquerie. Moi, je parle d'escroquerie parlementaire. Et donc, je reviens à mes moutons. Dans un système de domination parlementaire comme celui de la Ve République, mais qui est particulièrement spectaculaire en France, hein, parce que dans les républiques parlementaires, le système français est probablement le plus monarchique, celui dans lequel le président de la République a le plus de pouvoir sur Terre. Hein. Le RIC permet, dans un système de domination parlementaire comme celui-là, d'insérer comme une capsule de démocratie, un antidote démocratique, mais tout en restant dans le système représentatif. C'est toujours les représentants qui vont voter les lois à notre place, c'est toujours les représentants qui vont avoir l'initiative des lois et la décision, mais sur les sujets que nous trouvons importants, nous pourrons prendre nous-mêmes l'initiative de prendre une loi que les parlementaires ne veulent pas nous donner, d'abroger une loi que nous jugeons mauvaise, de révoquer un acteur politique que nous trouvons défaillant ou traîtreux, ou de changer la Constitution si on a oublié quelque chose dans les règles du RIC, ou si on trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'imbuvable dans le reste de la Constitution, de modifier nous-mêmes la Constitution. C'est-à-dire qu'en toute matière, ça veut dire que cette initiative populaire pourrait s'exercer dans tous les domaines, y compris la peine de mort et tous les chiffons rouges qu'on nous agite devant les yeux pour nous faire renoncer à la souveraineté. Pour répondre à tous ceux qui nous disent il y a un grand danger avec cette institution parce que, soi-disant, le peuple va prendre toutes sortes de mauvaises décisions. Je voudrais d'abord souligner que les mauvaises décisions, les élus en prennent sans arrêt. Je rappelle que les élus viennent de désindexer les retraites. Vous savez ce que ça veut dire, désindexer ? L'indexation, c'est l'indexation sur l'inflation. C'est-à-dire que quand il y a une inflation de 5%, les retraites, la retraite de cette mamie que j'ai vue sur le rond-point, qui était à 900 € par mois, hein, la retraite augmente automatiquement, obligatoirement de 5%. Elle n'a rien perdu, elle a gardé son pouvoir d'achat. Quand vous désindexez les retraites, ça veut dire que sans avoir rien à faire, de façon hypocrite, chafouine, de façon malhonnête, les gouvernants et les parlementaires qui viennent de voter cette loi scélérate appauvrissent tous les ans ces pauvres gens qui vont gagner de moins en moins sans qu'il y ait rien à faire. C'est l'inflation qui va les voler. Comme si les élus ne se trompaient pas, comme si les élus ne prenaient pas de mauvaises décisions. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on nous reproche à l'avance, quand on réfléchit au RIC, les mauvaises décisions que prendrait le peuple. Mais je rappelle que les élus aujourd'hui, les élus majoritaires, sont en train de détruire la sécurité sociale sur injonction de l'Union européenne. Hein. C'est l'Union européenne qui impose de détruire le CDI, de détruire la sécurité sociale, de détruire le droit du travail, de détruire les retraites. Tout ça, c'est sur injonction de l'Union européenne, mais nos élus qui se présentent comme des parangons de vertu, comme l'alpha et l'oméga de la compétence et de la responsabilité, ces gens-là sont en train de détruire la sécurité sociale. Alors justement, sur la compétence... quand on nous agite, excusez-moi, quand on nous agite le chiffon rouge de quand le peuple va avoir le RIC, il va rétablir la peine de mort. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui ont établi la peine de mort, c'était des élus. Ils sont en train de nous faire la leçon parce que, soi-disant, nous rétablirions la peine de mort qu'eux-mêmes avaient établie. C'est des élus qui avaient établi la peine de mort. Et abrogé. C'est des chiffons rouges. Toutes les décisions favorables, utiles au bien commun que les citoyens seraient capables de prendre grâce au RIC, on n'en parle pas, on parle que de couillonnade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Je rappelle que les élus en question, qui nous font tout un foin pour 3 ou 4 condamnés à mort, ou pas, suivant qu'on décide la peine de mort, ces gens-là sont en train de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, et là c'est la peine de mort pour des millions de personnes au Yémen, et même le patron de l'Arabie Saoudite, on le décore de la Légion d'honneur, mais on se fout de notre gueule quand on nous monte en épingle la peine de mort, hypothétique d'ailleurs, parce que
l'expérience pratique montre que les peuples qui ont le RIC ne votent pas le rétablissement de la peine de mort. Les Suisses ont vu effectivement une initiative qui les a appelés à se poser la question est-ce qu'on rétablit ou pas la peine de mort. Donc il y a eu l'initiative en Suisse il n'y a pas longtemps. Et ils ont dit non, on ne veut pas rétablir la peine de mort. Donc c'est des couillonnades, c'est vraiment c'est même pas des fake news, c'est pas des news, mais c'est de l'intoxication de nous agiter ces chiffons rouges en refusant de parler de l'essentiel. Si j'avais un détracteur devant moi qui défendent, qui se battent contre le RIC en disant mais quand même, il faudrait qu'on ne puisse pas rétablir la peine de mort. Mais je lui dirais, mais citoyen, de quelle hauteur parles-tu pour dire au peuple, tu ne seras pas souverain sur tel et tel sujet? Mais qui peut? Enfin, moi, je ne me sens pas légitime pour dire au peuple, tu vas être souverain là et là, mais là, tu ne seras pas souverain. Mais de quel droit est-ce que je peux dire une chose? Parce que je suis quoi? Je suis un prof de fac? Parce que je suis un intellectuel? Parce que j'ai écrit des bouquins? Je peux dire le peuple peut pas faire ceci ou peut pas faire cela? Mais pour qui se prennent-ils ces gens-là? Alors, il y a quand même une question. En démocratie, le peuple n'a pas tort ou raison. En démocratie, le peuple décide. Mais il décide à la lumière de ce qu'il sait et de ce qu'il connaît. Donc il faut l'éclairer. Vous l'expliquez comment on l'éclaire aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des médias dominants. Absolument. Comment vous arrivez à ça? Vous avez raison. Il y a plein d'écueils dans la façon d'être informé aujourd'hui qui font que le RIC aujourd'hui serait dangereux avec les conditions actuelles d'information qui sont contraires au bien commun. 9 milliardaires ont acheté tous les journaux du pays. 9 milliardaires ont acheté tous les journaux. Mais pourquoi est-ce qu'on... Mais nous n'avons pas de constitution. Une vraie constitution empêcherait les riches d'acheter les journaux. Parce que quand les riches... Mais oui, mais quand les riches achètent les journaux... c'est Élise, votre prénom. Élise, quand les journaux achètent quand les riches achètent les journaux du pays, c'est pas pour le bien commun, c'est pour intoxiquer l'opinion, pour nous mettre la tête à l'envers, pour que nous arrivions à voter contre nos intérêts. Donc, le RIC, avec des journaux achetés par les plus riches, serait dangereux, et donc il est très important, quand nous allons instituer le RIC, et c'est ça qu'ils sont en train de faire sur les ronds-points, ils sont en train de faire des ateliers constituants, ils écrivent les règles du référendum d'initiative citoyenne, et je peux vous dire que dans les règles qu'ils sont en train d'écrire, il y a des règles sur les médias, de façon à ce qu'aucune personne physique ou morale ne puisse acheter un média. Les médias, alors, si je peux me permettre sur ce sujet, les Gilets jaunes ont été les premiers à critiquer BFM. Force est de constater également que les scores qui ont les plus augmenté durant la crise des Gilets jaunes, c'est précisément BFM TV. On voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça, Étienne Chouard. Oui, parce que c'est vrai que BFM TV n'a pas fait que critiquer les Gilets jaunes. Et je pense que c'est sûrement injuste de considérer que BFM TV n'a fait que desservir les Gilets jaunes. Je pense que c'est pas vrai. BFM TV a... par un principe d'aversion, sans doute. Oui. J'ai vu plein d'images de BFM TV qui présentaient des images sympas des Gilets jaunes avec un côté bon enfant. Donc, mais par contre, c'est vrai que de temps en temps, il y a certains reportages qui étaient complètement à charge et dévalorisants. Et c'est sûrement ceux-là qui ont été retenus et mémorisés. Mais je prends du recul par rapport à ça. Je ne pense pas à un média plutôt qu'à un autre. Et ce que je vais vous dire, je pense, vous intéressera en tant que média. Nous cherchons, en tant que citoyen, c'est-à-dire citoyen constituant. Un électeur, c'est pas un citoyen. Un électeur, c'est hétéronome, il subit la loi écrite par quelqu'un d'autre, c'est un enfant politique. Nous sommes en train de devenir des adultes politiques, nous devenons constituants, nous cherchons à instituer les termes de notre puissance, et quand on réfléchit au RIC, on est de votre avis, on est tout à fait conscient qu'il est très important que notre opinion soit correctement éclairée avant d'opiner, avant de décider, avant de donner notre opinion, et donc nous prévoyons dans nos institutions, les institutions que nous écrivons nous-mêmes, et on n'attend pas de nos élus qu'ils le fassent, nous prévoyons entre l'initiative, 100 000 personnes décident de poser une question à quelqu'un, au peuple, et entre l'initiative et le référendum, c'est-à-dire le moment où le peuple va décider, nous prévoyons qu'il y a non pas 3 mois, 4 mois, nous prévoyons au moins 6 mois, et même quelquefois 1 an, et c'est la chambre du référendum tirée au sort qui va opiner, qui va dire, suivant la difficulté du sujet, si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, mais pendant un long délai, nous organisons une mise en scène des conflits, c'est-à-dire nous instituons une télé du référendum, un site du référendum sur lequel on va pouvoir opiner, discuter, débattre. Mais oui, non, mais c'est une chose de dire qu'il faut éclairer l'opinion, et puis c'en est une autre d'instituer, de créer les institutions de l'éclairage de l'opinion. Et qui éclaire alors? Les spécialistes. Oui, voilà, les spécialistes qui sont pour la peine de mort ou contre la peine, ou l'euthanasie, qui sont pour l'euthanasie, contre l'euthanasie, ou pour l'avortement, contre l'avortement, tous les sujets là qui vous font peur.
Qui nous font peur. Et qui nous font peur, voilà, évidemment. Moi aussi, ils me font peur, évidemment. Mais si vous voulez, si je suis d'un avis donné sur la peine de mort, pour moi, la peine de mort, c'est à la fois une barbarie et une inefficacité. Donc, ça ne marche pas, la peine de mort. Ça ne dissuade personne. Bon, c'est mes arguments. Ces arguments-là m'ont convaincu. Peut-être que j'ai tort. De toute façon... Sur l'inefficacité, on n'a jamais vu un condamné à mort recommencer en tous les cas. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a un risque d'injustice crasse. Si on se trompe, mais c'est catastrophique. En fait, pour moi, l'argument décisif pour pas être pour la peine de mort, c'est la possibilité d'une erreur judiciaire, parce que la peine de mort est irréversible. Et ça me paraît un argument majeur. Oui, mais je me trompe peut-être. Ce que je veux dire surtout, c'est que sur un sujet pareil, comme sur tous les autres, si je suis d'un avis sur une législation à prendre, en l'occurrence la peine de mort. Si je suis de cet avis, c'est parce qu'en pesant les arguments, j'ai trouvé que les arguments contre la peine de mort étaient plus puissants. Et je me dis que si je prends le temps d'éclairer l'opinion avec une mise en scène des conflits, avec vraiment, mais de façon honnête, il faut que ceux qui sont pour la peine de mort puissent exprimer tous leurs arguments, honnêtement, loyalement, et qu'ils soient contredits par des gens qui sont contre la peine de mort, et qui puissent eux aussi développer leurs arguments loyalement, honnêtement, et cette mise en scène des conflits, cette exposition des tenants et des aboutissants d'une décision, pas une seule fois, plein de fois, tous les jours, pendant la période d'éclairage de l'opinion, mais ça va faire monter le niveau de conscience, de compréhension des tenants, des aboutissants, et au bout du compte, vous allez avoir une opinion qui va opiner comme jamais elle a pu opiner, parce que nous avons fait attention à l'éclairer comme il faut. Maintenant, si au bout du compte, les gens votent, le peuple auquel j'appartiens, vote à l'envers de ce que moi j'aurais souhaité, ben moi je l'accepte parce que je suis démocrate. Si vous êtes démocrate, vous vous dites démocrate, et que vous n'acceptez le référendum, vous n'acceptez la démocratie que si le peuple prend exactement les mêmes décisions que vous, mais c'est que vous n'êtes pas démocrate, vous êtes un tyran. De temps en temps, le peuple va prendre des décisions qui ne sont pas les mêmes que moi. Il faut que je me fasse à l'idée. Mais si vous voulez, si sur la peine de mort, pour prendre cet exemple-là, en imaginant au pire le peuple rétablit, dans certains cas épouvantables, rétablit la peine de mort. Ok, dans le bilan de ce qu'on aura gagné et perdu sur le RIC, on aura perdu quelque chose d'important. Je regrette ça. Mais en même temps, je vois bien que sur la retraite, sur les services publics, sur l'indexation, sur le traitement des actionnaires, sur 1000 sujets essentiels sur lesquels nous n'arrivons pas à opiner, on va enfin pouvoir servir le bien commun plutôt que servir l'intérêt des riches. Moi, je vois dans la balance, mais il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, le peuple va être bien plus à même de défendre lui-même ses intérêts que les représentants des riches qui sont élus par les riches, qui servent que les riches. Enfin, c'est évident, quoi, quand on fait le bilan de tout ce qu'on va gagner et perdre. Enfin, c'est incroyable de voir les initocrates focaliser l'attention sur trois merdouilles qui sont effectivement des sujets sur lesquels on va pouvoir peut-être perdre un peu. Oui, c'est dommage peut-être que... Mais quand on voit toutes les bonnes décisions qu'on va pouvoir prendre, c'est quand même... un bon débat sur le RIC devrait permettre de dire bon, le RIC, c'est quelque chose qu'il nous faut. Il y avait quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié. Si on s'est trompé... Ah oui, si on s'est trompé, il se peut que nous nous trompions. On nous dit le peuple va se tromper. Mais oui, c'est justement ça qu'on veut. On voudrait enfin pouvoir se tromper. Voilà. On voudrait arrêter de voir les décisions prises par des autres et de les voir se tromper et d'être là, à les voir prendre des décisions alors qu'ils n'auraient pas dû le faire et les voir se tromper et s'enraciner dans l'erreur. On voudrait, nous, pouvoir se tromper. Et quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé, changer de décision et revoter pour voir, et puis changer de décision. Nous voudrions pouvoir nous tromper. Et je pense que il est facile de comprendre que l'erreur fait partie des décisions. Quand on prend des décisions, on va se tromper. Et c'est pas spécifique au peuple. Oui, le peuple peut se tromper, mais les élus se trompent sans arrêt aussi. Donc c'est pas du tout spécifique. Il n'y a pas de quoi renoncer au référendum d'initiative populaire sous prétexte que nous allons nous tromper. Alors, en parlant de se tromper, Étienne Chouard, une dernière question, parce que, comme prévu, nous avons explosé le temps. Pardon. Une dernière question, on est à 4 mois des élections européennes. On parle de RIC et aujourd'hui, une liste de gilets jaunes est en train de se constituer pour aller aux élections européennes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils font ce qu'ils veulent. Non, on ne peut pas empêcher les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se présenter, ils se présentent. Mais c'est pas un peu contraire à cette revendication ? Mais c'est surtout que ça ne sert à rien. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Dans l'Union européenne, les élus n'ont pas de pouvoir et ceux qui ont du pouvoir ne sont pas élus. Les acteurs politiques décisifs dans l'Union européenne se sont affranchis, mais comme tous les pouvoirs. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs ont une tendance à s'autonomiser, à s'affranchir de tout contrôle.
Et c'est notre boulot, à nous, les représentés, de les limiter, de les empêcher de s'autonomiser. Et c'est ça que sert. Une bonne constitution devrait les empêcher de s'autonomiser. Or, ce qui s'est passé dans cette constitution, c'est qu'un général, un chef d'armée, s'est fait écrire une constitution dans laquelle il a tous les pouvoirs et très peu de contre-pouvoirs. Bon, lui, il avait de l'honneur, donc quand il a perdu un référendum, il est parti. Mais le problème, c'est que dans cette anti-constitution, où il y a de mauvaises limites des pouvoirs, quand les successeurs ont pris la place, ils se sont goinfrés parce qu'il n'y a pas moyen pour le peuple de résister. Mais cette anti-constitution qui ne nous permet pas de résister a permis aux acteurs politiques de construire au-dessus de cette prison une prison nationale, une deuxième prison internationale qui est l'Union européenne, dans laquelle les acteurs sont encore plus hors contrôle. Et alors justement, donc l'élection au Parlement, mais on ce sera ma dernière question, Étienne Chouard. Comment rétablir la souveraineté populaire du peuple français? Il faut devenir constituant. Aujourd'hui, dans une France où, si je vous suis bien, il n'y a plus de souveraineté nationale au profit de la Commission européenne. Élise, quand on va devenir constituant, et je vous invite à faire, si vous voulez, tout à l'heure, on fait un atelier constituant tous les deux, vous allez voir, quand vous allez devenir constituante, vous allez devenir la souveraine, la co-souveraine. Vous allez enfin devenir adulte politique. En devenant constituant, nous allons, et il faut que ce soit massif, parce que tant qu'on est minoritaire, le mouvement est en train de naître là, et donc il est encore minoritaire. Tant qu'il est minoritaire, il n'est pas légitime. Donc c'est la majorité qui fera plus. Mais voilà, il faut que nous devenions nombreux. Et quand on va devenir nombreux à être constituants, nous allons faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on va s'émanciper à la fois de l'Union européenne et de l'anti-constitution française. Nous allons devenir les souverains et on va régler les deux problèmes d'un coup. Ça va se faire, et ça va se faire sans violence si on est nombreux. Si on est nombreux à vouloir la même chose, c'est-à-dire instituer nous-mêmes notre puissance, la puissance qui nous manque pour protéger la justice, pour défendre la justice, on va se libérer de deux carcans d'un coup. Mais les élections européennes, on s'en fout complètement. On ne réglera rien avec l'élection. Ce n'est pas avec l'élection, qui est une procédure infantilisante, qui est une procédure déresponsabilisante, qui est une procédure décourageante, une procédure qui me traite comme un incapable politique. Ce n'est pas avec cette élection qu'on va se sortir d'affaire. Avec les ateliers constituants, on redevient un adulte politique, celui qui pense la société et la façon dont nous allons écrire les lois. Et à ce niveau-là, on ne se divise pas. À ce niveau-là, il n'y a pas le clivage gauche-droite, riche-pauvre. Au niveau constituant, nous avons une cause commune. Au niveau constituant, nous avons une cause commune, instituer notre puissance, et ensuite, quand on va revenir au niveau législatif, mais une fois institué notre puissance, on va recommencer à se disputer, gauche-droite, savoir ce qu'on fait, mais loi par loi, nous allons trancher. Et ça va tout changer, ça. Et c'est notre cause commune. Pour toute l'humanité. Ouais. C'est bien marketé. Notre cause commune, alors je rappelle, c'est le dernier ouvrage d'Étienne Chouard, Instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, aux éditions Max Milo. Il va y avoir bientôt un deuxième bouquin, dans quelques jours. Ça, c'est la théorie. Il va y avoir un deuxième bouquin d'exercices. Écrire nous-mêmes notre constitution avec des exercices et de la place pour écrire avec des exemples de constitution. Les cahiers de vacances constitutionnels. Oui, des cahiers même de toute l'année. Ouais. Merci beaucoup Étienne Chouard, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter en attendant de se retrouver la semaine prochaine. À bientôt.